Donc bonjour à tous. Merci d'être présents ce midi donc pour une nouvelle midi-causerie de l'école de santé publique. La thématique d'aujourd'hui, ce sera le soutien de la surveillance dans la réalisation d'évaluations d'impact santé avec deux intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous ce midi. Émile Tremblay, qui est conseiller scientifique en évaluation d'impact sur la santé à la direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie à l'Institut national de santé publique du Québec, et Maude Landreville, qui est agente de planification, de programmation et de recherche, service intelligence et surveillance décisionnelle à la direction régionale de santé publique de Montréal. Je vais leur laisser la parole. Je vous rappelle juste, avant de commencer la présentation, que cette rencontre, elle est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'image, nous vous invitons à fermer votre caméra. Il y aura ensuite une période de questions, donc vous pourrez poser votre question dans l'onglet chat qui se situe en bas de votre fenêtre Zoom. Puis vous pourrez aussi demander la parole au micro si vous souhaitez poser votre question à l'oral. Voilà, je vous en prie. Parfait, merci. Merci Emmanuel. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à l'ESPOUM. Puis donc aujourd'hui, Maud et moi allons vous parler d'évaluation d'impact sur la santé et de la surveillance. Donc, comment la surveillance est un pilier, je dirais, essentiel à la fonction, en fait, la fonction de santé publique et particulièrement aussi dans les évaluations d'impact sur la santé. Écoutez, je partage notre présentation. Parfait. Maud, tu pourras, lorsque le moment est venu, là, prendre le contrôle de la Mais, présentation. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Excuse. j'ai vu que dans les participants, il y a certaines personnes que je connais, donc je les salue. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maude Landreville, donc effectivement APPR, comme on dit dans le jargon, à la santé publique de Montréal et dans l'équipe de surveillance. J'irai quand je présenterai tout à l'heure plus en détail. Parfait. Donc voilà, écoutez, on vous a préparé un petit menu là, de présentation ici. C'est quand même, tu sais, on est conscient, une présentation somme toute assez chargée. Euh, Essentiellement parce que le IS en soi euh, est une pratique à la fois nouvelle et qui peut être un peu complexe, mais bon, tu sais, on vous le présente simplement aujourd'hui. Puis beaucoup, vraiment aussi beaucoup, en tout cas, essentiellement assorti d'exemples pour vous permettre de bien saisir l'outil et son potentiel. Donc voilà, puis on terminera par quelques perspectives d'ouverture, puis évidemment, un point sur la surveillance. Donc l'apport de la surveillance aux évaluations d'impact sur la santé. Donc tout d'abord, permettons-nous de nous plonger dans le vif du sujet par rapport à l'évaluation d'impact sur la santé. Comme toute bonne pratique en santé publique, on peut se référer à une définition. L'évaluation d'impact sur la santé, c'est quoi? Donc, déjà, ici, il faut concevoir que l'EIS, donc de son petit nom, c'est une démarche qui vise à éclairer le processus de prise de décision et qui a pour but d'anticiper et de documenter des effets potentiels, tant positifs que négatifs, sur la santé. Donc, à ce stade-ci, il faut concevoir l'évaluation d'impact sur la santé comme une évaluation qu'on dit prospective et non rétrospective, en ce sens que l'EIS s'applique sur un projet en développement et non ne va pas capter en fait les retombées ou mesurer les effets du projet lui-même sur la santé. Donc, c'est vraiment dans une perspective prospective, d'où le rôle de soutien à la prise de décision, donc parce que ça se fait de pair ou en fait de concert avec les décideurs ou en fait les protagonistes, si je peux dire, là, du projet comme tel. Donc, vous allez le voir tout à l'heure, là, tout ça se clarifie. Pardon. Donc, pour faire notre analyse, la grille d'analyse, si on veut, ou le cadre d'analyse lui-même, repose sur les déterminants de la santé. Donc, on parle ici des facteurs qui influencent la santé, de même que la distribution des effets du projet sur la santé. Donc, ici, c'est la perspective, si on veut, des inégalités sociales de santé qui est abordée. Donc, ici, c'est de concevoir, en fait, d'anticiper les effets
d'un projet sur la santé en fonction des déterminants de la santé et les effets différenciés au sein de la population pour arriver, si on veut, à amoindrir les inégalités sociales de santé. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ou la définition classique de l'évaluation d'impact sur la santé. Donc, qui dit évaluation d'impact dit, en fait, c'est probablement une appellation que vous avez déjà connue ou enfin entendue parce que l'évaluation d'impact sur l'environnement est davantage connue et pratiquée, donc depuis des décennies au Québec et partout dans le monde. Et il faut savoir que l'EIS, en fait, sur l'aspect méthodologique, repose ou reprend les grands éléments de l'évaluation d'impact sur l'environnement. Donc, c'est vraiment la même méthodologie qui est appliquée, la même démarche essentiellement, mais qui est transposée à un autre ordre ou un autre type de projet. Donc, ce ne sont pas en fait des projets nécessairement d'infrastructure ou d'exploitation minière, comme on peut voir en fait le type de projet qui fait souvent l'objet là, d'une EIE, mais davantage des projets, en fait, un ensemble de projets. Et cette perspective donc d'impact sur la santé en fait d'élargir le focus à pas seulement élargir le focus à la santé humaine et non seulement restreindre à l'impact sur l'environnement, nous vient en fait du deuxième pilier de l'EIS qui est essentiellement bon, la promotion de la santé et la Charte d'Ottawa ici qu'on a illustrée. Donc, pour reprendre l'élément que les environnements ont des effets sur la santé et que si on veut coordonner ou en faire avoir les meilleures retombées possibles, donc il faut agir ici sur des politiques publiques pour les rendre plus favorables à la santé. Donc, c'est l'autre approche ici qui repose, en fait, sur laquelle le l'EIS repose. Donc, l'aspect méthodologique, donc l'évaluation d'impact sur l'environnement et l'aspect, je dirais, de promotion de la santé ou de prévention lorsque vient le temps de concevoir une action, si on veut, intersectorielle qui vient engager des partenaires extérieurs au réseau de la santé. On l'a vu tantôt, donc c'est une démarche qui aide à la prise de décision. Donc, lorsque tantôt je vous parlais de l'élément méthodologique, donc de l'évaluation d'impact sur la santé, en fait, l'élément méthodologique, pour le résumer simplement, on peut le synthétiser ici via la démarche ou en fait les étapes successives là, que vous voyez ici à l'écran. C'est-à-dire, une EIS commence déjà par la sélection d'un projet. Donc, la sélection d'un projet dont, en fait, qui comprend un potentiel d'influence sur la santé. Donc ici, donc, il y a un ensemble d'éléments là, dans la pratique qui nous amènent à avoir un regard assez aiguisé puis assez rapide là, pour cerner le type de projet qui peut influencer la santé. Mais bon, c'est une étape fondamentale et c'est une étape qui consiste également, parce qu'au Québec, le IS est pratiqué, donc on va le voir tout à l'heure, mais aussi sur une base volontaire. Donc, c'est une démarche qui nous amène à aller à la rencontre de partenaires potentiels pour sceller une entente avec eux pour, en fait, dans le but de mener une évaluation d'impact sur la santé. Donc, une fois qu'on a le projet, donc là, s'enclenchent les étapes successives, donc d'identifier les composantes du projet lui-même qui sont susceptibles d'influencer la santé. Donc, c'est ce qu'on appelle le dépistage. Ensuite, le cadrage qui est essentiellement un raffinement de l'étape précédente et qui va constituer essentiellement à formuler un modèle logique où, en fait, on va venir schématiser les effets, en fait, créer les liens entre le projet lui-même et les déterminants de la santé, puis ultimement, les effets sur la santé, suivi de l'étape de l'analyse, donc qui est probablement l'étape la plus énergivore, donc qui va vraiment consister à amener, si on veut, des preuves essentiellement, là, ou enfin, documenter, étayer les éléments qui ont été précédemment illustrés au modèle logique. Donc, c'est venir faire la démonstration que le projet peut avoir des effets sur la santé. Tout ça culmine à une étape qui s'appelle les recommandations, où là, vraiment basé sur les analyses qui ont été faites, donc sur l'anticipation des effets sur la santé, les professionnels vont être en mesure d'émettre des recommandations pour maximiser ou enfin bonifier le projet et ses retombées sur la santé. Donc, bonifier, maximiser les effets positifs, minimiser les effets négatifs, donc réduire les effets qui pourraient être jugés, enfin,
négatifs sur la santé. Puis ici, l'exemple souvent qu'on illustre, c'est celui de la sécurité. Donc, le risque zéro n'existe pas. Toutefois, en aménagement du territoire, par exemple, donc pour la mobilité, on a mesure de réduire les risques. Et en fait, toute bonne démarche d'évaluation d'impact sur la santé se complète par une phase qu'on appelle l'appréciation du processus et un suivi des recommandations. Donc, vraiment poursuivre le volet ou le partenariat avec les décideurs. Donc, très rapidement, donc, qui est engagé dans une évaluation d'impact sur la santé? Donc, ça, c'est un schéma là, qui est repris d'un guide produit par l'INSPQ. Donc, au Québec, il faut savoir que l'EIS est davantage ou essentiellement appliqué au milieu municipal, donc sur des projets d'aménagement du territoire issus du milieu municipal. Donc, c'est sûr que les municipalités et les partenaires, donc différents élus professionnels engagés dans les municipalités, sont au cœur de la démarche. Donc, c'est la raison pour laquelle ils apparaissent dans les bulles bleues, donc avec les acteurs de santé publique, qu'on dit des acteurs vraiment incontournables de la pratique. À ça peut s'ajouter toute partie prenante pertinente, donc vraiment à l'échelle du projet, donc que ce soit des représentants d'organismes communautaires, donc des académiciens, des consultants et autres partenaires intersectoriels. Donc, à l'occasion, donc, va s'ajouter à cette triade, là, si on veut, là, santé publique, locale, régionale et municipalité, donc de divers acteurs qui ont un rôle soit dans l'implantation du projet ou sa conception. Donc, le moment clé pour faire une EIS, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est une évaluation qui est prospective. Donc, encore faut-il avoir une première version, donc une version préliminaire du projet, suite à laquelle l'EIS peut s'enclencher. Donc, ici, c'est ce qu'on illustre là, par la petite étoile, pour venir vraiment baser les analyses sur la planification municipale. Donc, ici, l'EIS ne vise pas à se substituer à la municipalité, donc ce n'est pas l'EIS qui va proposer un projet. Le IS s'appuie sur un projet en élaboration pour anticiper ses effets sur la santé, émettre des recommandations pour ultimement permettre une adoption puis une bonification du projet en fonction des recommandations qui sont émises. Donc voilà, donc ça c'est un survol très rapide, si on veut, là, de la mécanique ou vraiment là, de l'EIS 101, si je pourrais dire. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, je l'ai mentionné, donc l'EIS est implanté au Québec, donc c'est pas une approche qui est théorique, donc c'est vraiment une approche très concrète, si on veut, là, qui est appliquée dans plusieurs directions régionales de santé publique au Québec. Ceci dit, on ne peut pas faire l'économie, en fait, plus de l'historique ou en fait de l'origine elle-même de l'EIS. Donc, l'EIS n'est pas une invention québécoise. Ça, faut le mentionner clairement ici. Donc, l'évaluation d'impact sur la santé nous provient essentiellement de l'Organisation mondiale de la santé, donc qui, à la fin des années 1990, début 2000, a conceptualisé ce potentiel, si on veut, des évaluations d'impact sur la santé basées sur, comme on l'a vu précédemment, sur les évaluations d'impact sur l'environnement. Donc, le document cadre, ou enfin, là, un peu les assises de l'EIS, on peut les retrouver ou on fait les retracer en 1999 dans un document qui a été, en fait, que je vous présente ici, là, la page titre, donc, qui est le consensus de Göteborg, donc, qui vient clairement mentionner les objectifs, la méthodologie et les valeurs, si on veut, là, qui sous-tendent la pratique de l'évaluation d'impact sur la santé. Ceci dit, comme c'est une démarche on fait un courant qui est international, il faut bien le camper dans chacun des contextes, donc chacun des milieux dans lesquels le IS se réalise. Pourquoi? Parce qu'à travers le IS, on le dit, c'est une démarche qui est collaborative, donc elle engage des partenaires. Donc, encore faut-il que la démarche soit appliquée au milieu lui-même. Donc, au Québec, il y a eu toute une transition, si on veut, un courant là, au cours là, des 20 dernières années qui nous amène aujourd'hui à avoir une pratique qui est davantage implantée partout à l'échelle du Québec. Par contre, il faut savoir que bon, ça a été une démarche qui a été graduelle et, dans le fond, qui a été, c'est ça, donc qui a commencé à plus petite échelle. Donc, les premières traces d'évaluation d'impact sur la santé, on peut les faire remonter jusqu'à la politique, pardon, la loi sur la santé publique de 2002, où l'article 54
émet ou en fait met de l'avant cette idée de concevoir les effets sur la santé ou d'anticiper les effets sur la santé à l'échelle des politiques et des règlements du gouvernement du Québec. Donc, cet article 54-là, qui est un élément quand même important de la santé publique, donc est né en 2002. Par contre, son rayon d'application se limite à ce qu'on appelle, bon, en fait, les lois et règlements du gouvernement, donc ne percole pas au sein des autres paliers de gouvernance, dont les municipalités. Il faut attendre 2010 à ce moment-là là, pour qu'une application directe de l'évaluation d'impact sur la santé sur des projets municipaux se fasse, donc sur le territoire de la Direction de santé publique de la Montérégie, donc qui par la suite, en fait, a été suivi par un groupe de chercheurs de l'Université Laval qui ont implanté à peu près la même, enfin, qui ont implanté la même approche, mais essentiellement sur le territoire de la ville de Québec et ses alentours. Donc ça, c'est la première étape, si on veut, que plus d'implantation ou d'expérimentation de l'EIS. Maintenant, on est dans une nouvelle ère, si on veut, depuis 2015, où on est davantage dans un déploiement à grande échelle, donc à travers le PNSP, qu'on appelle donc le Programme national de santé publique, donc qui a, en 2015, fait une place précise à l'évaluation d'impact sur la santé. Donc, le PNSP, qui est un peu la colonne vertébrale, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais un peu la colonne vertébrale du service ou des services mis de l'avant par les directions de santé publique. Et par la suite, donc, deuxième propulsion, si on veut, de l'EIS, qui est la politique gouvernementale de prévention en santé, qui, elle, a apporté tout un dispositif pour soutenir la pratique au sein des directions de santé publique. Donc, on est vraiment dans une ère, si on veut, le plus là, d'expansion de la pratique de l'EIS, mais basée sur les expériences préalables là, qui ont eu lieu au Québec depuis 2010. Donc, cette politique gouvernementale de prévention en santé, donc, présente rapidement là, quelques couvertures, mais en fait, l'essentiel pour nous, en fait, c'est de savoir qu'il y a une mesure qui s'appelle la mesure 2.6 qui vient vraiment outiller les directions de santé publique en leur accordant un financement et une expertise ou un soutien scientifique de la part de l'INSPQ, en l'occurrence, pour leur permettre de faire les analyses et en fait de mettre en œuvre là, toute la démarche comme telle. Donc, aujourd'hui, on est quand même fiers de dire qu'il y a plus d'une cinquantaine d'évaluations d'impact sur la santé qui ont été réalisées, là. Donc, tout à l'heure, là, ce que je vous disais, c'est une approche qui est à la base plus théorique. Par contre, il faut savoir que on n'est pas en train de pelleter des nuages, donc il y a quand même aussi beaucoup de pratiques. Donc, il y a une belle expérience au Québec qui s'est développée dans les dernières années. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de IS qui ont été réalisés. Donc, avant de passer la parole à Maude pour qu'elle nous situe la perspective de la surveillance dans le l'EIS, donc pour vous préciser ici que le l'EIS est une approche qui est en soi multidisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'elle repose, ou en fait, elle vise à documenter les effets de projets municipaux, mais donc qui ont des effets variés et divers sur la santé. Donc, l'EIS pour arriver à, si on veut, émettre des analyses, enfin, réaliser des analyses et émettre des recommandations pertinentes, doit se reposer sur un ensemble d'expertise. Et ici, on ne peut pas échapper à l'expertise unique, là, puis à la contribution unique qu'apporte la surveillance. Donc, Maud, je te laisse la parole. Merci, Émile. Euh, donc maintenant, merci pour ce tour de roue, tour d'horizon bien étoffé sur l'EIS. Maintenant, qu'est-ce que la surveillance, comment ça vient soutenir ces expériences-là de IS? Je sais là, que je parle à des gens de santé publique, donc c'est peut-être du déjà vu. Je vais passer rapidement, puis je comprends aussi qu'on a envie de voir concrètement comment ça se joue. D'abord, pour vous situer, ici, donc je le répète, là, moi j'ai un background en aménagement, mais je travaille depuis 2017 en santé publique, notamment en Montérégie où j'ai rencontré Émile. Et, euh, et puis ensuite, j'ai joint l'équipe d'environnement urbain à Montréal et je suis depuis 3 ans dans l'équipe de surveillance. Quelques acronymes, là, le PNS, c'est le Plan national de surveillance. RSSS, bon, c'est le réseau socio-sanitaire. Et SISMAC, c'est le système de surveillance des maladies chroniques. Puis ici, j'ai mis quelques petites publications de l'équipe.
Et Émile, est-ce que j'ai parfait? J'ai le contrôle. Je viens de gagner le contrôle. Donc, santé publique, la surveillance, c'est une des quatre fonctions principales de la santé publique encadrée par la loi que Émile a abordée. Puis, il faut savoir que la surveillance vient donc en soutien à la prévention, la protection et la promotion en santé. Et elle vise, un peu comme les EIS d'ailleurs, à soutenir la prise de décision qui se doit d'être éclairée et basée sur donc l'état de santé de la population et ses déterminants. Concrètement, c'est l'article 33 qui vient spécifier comment ça doit se faire. Donc, on doit pouvoir faire un portrait global de l'état de santé, on doit pouvoir apprécier les variations temporelles ou spatiales, voir c'est quoi les enjeux qui peuvent être en émergence et c'est prioritaire, ainsi que, oups, euh, ça a changé, je me suis appuyée, je m'excuse, et donc suivre l'évolution de certains enjeux les problèmes spécifiques, ainsi que d'élaborer des scénarios prospectifs. Donc là, je fais un petit clin d'œil notamment à ces études prospectives qu'on souhaite réaliser avec les évaluations d'impact. Donc, d'être capable de prendre le pouls et de se projeter. Juste pour vous donner quelques repères visuels, donc c'est encadré, c'est un mandat, c'est encadré par des joueurs, donc par la loi au ministère de la Santé. Au régional, chaque direction de santé publique peut se doter d'un plan de surveillance, puis aussi, mais aussi peut se référer à l'INSPQ, donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'Institut national de santé publique, qui, en guillemets, donne accès aux indicateurs d'un plan national de surveillance. Et puis aussi l'Institut statistique du Québec qui réalise et héberge des enquêtes et les résultats de ces enquêtes-là. On pourra y revenir après si on a un peu plus de temps. Donc ensuite, dans la surveillance, à être conscient que c'est très encadré, puis que c'est un peu comme les évaluations d'impact santé. D'ailleurs, c'est des choses qui se réalisent sur des temps longs. Donc, souvent, les sources, soit que ce soit des sources, des enquêtes, comme je l'ai mentionné, ou des fichiers administratifs euh, ou des données du recensement, ce sont des données qui doivent être récoltées, traitées dans un processus systématique et validé et ensuite diffusées. Ça m'amène donc à spécifier que chaque indicateur doit être apprécié, ben, doit être relié à un objet qui est lui-même relié à un cadre conceptuel qu'on voit ici en bas à gauche où on voit notamment les caractéristiques de la population, mais aussi toutes sortes d'aspects plus contextuels, soit les environnements physiques, les environnements politiques, les environnements financiers. Je regarde un peu mes notes, je m'excuse. Ah oui, c'est ça. Euh, Ce que je voulais dire aussi sur ces plans-là de surveillance, où on va identifier certains objets dont on souhaite faire la surveillance. Ils peuvent être faits à l'échelle régionale, puis ils peuvent aussi être bonifiés au niveau provincial. Donc, plus récemment, on est en train de se pencher sur comment ajouter ou bonifier le regard qu'on porte sur le logement, par exemple, ou sur le changement climatique, et, ou même sur, je pense, j'ai d'autres exemples un peu plus tard. Puis à chaque fois, on peut faire appel aussi au comité d'éthique parce que ces réflexions-là doivent se faire selon des critères de valeur d'utilité. Donc, on doit pouvoir se servir des informations recueillies, d'efficacité. Donc, doit vraiment éclairer les programmes, les interventions, d'équité, de bienfaisance et de transparence. Comme je l'ai dit, donc ça en a un autre là, ici qu'on voit un exemple de bonification du plan national de surveillance, l'exemple du cadre conceptuel pour la santé mentale. Donc, il vient ajouter des éléments, des déterminants qui n'étaient pas là auparavant. Par exemple, ben, on pourrait penser puis qui peut être aussi en lien avec le logement, tout ce qui est de l'ordre de la discrimination. Et puis à droite, on voit plus le processus qui est mis en place. Donc, d'abord, s'attacher à un modèle conceptuel, ensuite créer un groupe de travail qui peut être formé de personnes de diverses régions, d'identifier ce qui manque. Ensuite, est-ce qu'on a les sources pour étayer? Puis comme je vous ai déjà nommé les critères. Puis ensuite, ça doit être donc validé par le comité d'éthique. Ici, plus concrètement, je vous présente quelques publications récentes de notre équipe pour mettre l'accent sur euh,
certaines thématiques. Donc, c'est parce que moi, je suis de l'équipe de surveillance, mais c'est une fonction de surveillance qui s'exerce aussi dans d'autres équipes. Donc, il y a des gens qui font de la surveillance en jeunesse, des gens qui font de la surveillance dans l'équipe d'environnement, de santé environnementale. Donc, par exemple, puis ici, c'est des liens, des hyperliens, donc on peut facilement les cliquer. Euh, J'imagine que la présentation vous sera rendue accessible. Donc, que ce soit question d'insécurité alimentaire, d'écart de santé dans les indicateurs de santé entre les hommes et les femmes, qu'il soit question aussi des environnements à proximité des habitations collectives pour les personnes âgées ou encore de ce qu'on appelle le parc, là, l'appréciation des vulnérabilités liées au changement climatique. Dans toutes ces publications-là, qui sont de l'ordre un peu de portraits de surveillance, qui font le suivi de certaines thématiques, pas juste moi, mais je pense qu'il y a matière à puiser des éléments qui peuvent servir de recommandation pour des évaluations d'impact santé, même si ce n'est pas réalisé dans cette optique-là. À gauche aussi, les quelques chiffres qui sont là, c'est tiré d'une publication récente, c'est l'avant-dernière, là, celle des portraits des environnements bâtis pour les personnes âgées à Montréal, réalisée par l'équipe d'environnement urbain. Maintenant, allons concrètement plus à des évaluations d'impact santé. Ici, ce qu'on voit, c'est le territoire à l'étude d'une IS qui a été réalisée dernièrement, mais pas par mon équipe et à laquelle je n'ai pas participé, mais que je trouve vraiment intéressante, notamment pour ses visuels, puis la- l'ampleur de ce qui a été apprécié. Donc, c'est pour le programme particulier de Richemont. Richemont, c'est dans la DRSP de l'Estrie. Ici, on voit la localisation. Donc, c'est une petite ville où la municipalité a décidé de revitaliser ce secteur-là qui est comme en rosé. Et puis, comme il n'y avait pas d'urbaniste en poste, ils ont fait appel à un soutien de l'équipe de santé publique pour réfléchir à quels éléments prendre en compte. Donc, on voit un peu les étapes, puis je fais référence à ce que Émile a montré tout à l'heure en termes de groupe de travail. Puis Puis c'est ça, comme je disais, c'est des projets qui sont faits sur le temps long puis qui sont vraiment basés sur la collaboration. Collaboration à l'interne dans les équipes de santé publique où on va chercher les expertises pertinentes, puis aussi, puis souvent qui doivent être coordonnées par une équipe chargée de projet. Puis ensuite, collaboration vers l'externe. Même chose du côté souvent de le promoteur et de municipalité avec différents services et différentes façons de percevoir les choses. Puis chacun a des perspectives, des expertises, mais aussi des indicateurs clés et des critères à considérer. Je ne sais pas si Emile, si tu veux ajouter quoi que ce soit, tu m'interromps, c'est correct. Donc, ça, c'est ce qui, moi, me semble le cœur de l'affaire, entre guillemets, euh, si je reviens dans les étapes d'une démarche d'évaluation d'impact santé. On a déjà fait de la prospection, on a déjà identifié notre projet où la municipalité est venue vers nous. Ensuite, on a dépisté un certain nombre de déterminants qui vont être impactés, je déteste ce mot, mais sur lesquels la population pourrait avoir un effet lié au projet. Puis ensuite, c'est l'étape du cadrage. Donc, c'est là où on va, avec ces différentes composantes-là, les effets qu'il pourrait avoir, délimiter lesquels on va analyser, puis sur lesquels on va se pencher. Dans ce cas-ci, euh, là, ce qu'on voit, les petites flèches, on s'amène vers, on sait qu'on va avoir des impacts sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la santé sociale. Donc, c'est vraiment vaste. Je poursuis sans aller dans le détail parce qu'on n'a pas tant de temps. On, euh, Si, disons, on retient l'exemple du logement, le logement, ça a un impact à divers niveaux sur la population. Puis, si je reviens avec les portraits de surveillance, comme je le disais plus tôt, oui, on a certains indicateurs clés qui nous proviennent des recensements pour apprécier, par exemple, je pense qu'on l'a à la diapo suivante, juste à savoir si les gens ont assez de revenus pour payer les frais de logement, à savoir si le logement est convenable, soit du point de vue de la taille, nombre de pièces, ou soit aussi en termes de vétusté ou de besoin de réparation majeure. Ça, c'est des données de base qui sont accessibles, mais il n'y a pas beaucoup d'autres indicateurs sur notamment tout ce qui est la qualité, mais en lien avec certains risques d'exposition ou d'autres aspects qui sont aussi importants puis qui ont des retombées sur la santé de la population puis qui sont plus du domaine de l'aménagement.
Par exemple, je vais aller à la prochaine diapo. Par exemple, la densité. Donc, la densité, ça amène des éléments qui ont une répercussion sur les changements climatiques, mais la densité, ça a aussi un lien avec l'accessibilité aux services puis la proximité des services. Tout à l'heure, on parlait d'une publication à Montréal qui traite spécifiquement des habitations collectives pour les personnes âgées. Dans ce cas-ci, on parle de l'implantation spécifique de logements sociaux et abordables à Richemont. Donc, on est allé les identifier puis les mettre sur la carte. On voit aussi qu'on a retenu le secteur du PPU. Donc, au moment du cadrage, puis au moment des collaborations avec l'équipe de surveillance, sans doute qu'il va y avoir un travail d'identifier quel, entre guillemets, c'est comme les morceaux d'un casse-tête, quel secteur compose ce secteur-là de PPU, puis d'aller chercher des informations ici liées au logement, mais éventuellement, on pourrait aussi faire un portrait socio-démographique de quelle population habite actuellement ce secteur-là, puis dans une visée prospective, à quoi on peut s'attendre en termes d'évolution de la population, soit en regardant la mortalité, le taux de natalité, en regardant la présence des différents groupes d'âge, par exemple. Donc, c'est un vieillissement qui est attendu, comme dans la plupart des municipalités au Québec. Ça veut dire peut-être un certain programme de rénovation, programme d'adaptation des logements. Puis c'est là que je pense que c'est un des aspects qui peut être mis en lumière. Il y en a d'autres. Dans ce cas-ci, pourquoi le logement avait été retenu? Il y avait un enjeu de qualité au centre-ville. Il y avait aussi la volonté de revitaliser ce centre-ville. En termes de revitalisation, là, je vous fais un petit aparté. Il y a une publication récente de l'INSPQ de Marie Lapointe qui s'appelle le Guide verdissement urbain et embourgeoisement. Puis c'est un guide qui est publié spécifiquement à l'intention des municipalités parce que ça a aussi des retombées, pas néfastes, là, mais qui peuvent être ben oui, à certains groupes de population, la gentrification, puis à divers égards. Donc, dans cette publication-là, on amène à porter à l'attention, puis là, dans dans les étapes de l'IS, on peut penser à la prospection. Donc, quand vient le temps de voir à quel projet on va s'attarder, un cadre bâti qui est soit un passé industriel puis qui est amené à être requalifié, soit la présence de maisons historiques, des lots vacants, ça peut pointer vers une éventuelle gentrification. Puis il y a des façons de se prémunir ou d'anticiper ça puis de la minimiser. Peut-être. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc, je continue, je reviens à Richemont. Donc, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est qu'on envisageait, ben, on pressentait qu'il allait y avoir peut-être une certaine résistance à planifier un certain taux de logement abordable dans ce nouveau développement-là. Et malgré le fait que d'une perspective de développement inclusif, toutes les franges de la population sont à considérer dans le développement. Et il y avait aussi des éléments de ce projet-là qui pouvaient avoir spécifiquement d'autres impacts sur le logement. Donc, c'est ça qui a été retenu. Ici, je reviens à la publication dont je faisais mention tout à l'heure. Je vous ai parlé d'aspects auxquels être attentif par rapport au cadre bâti. Ça, c'est toute une série de vulnérabilités à l'embourgeoisement. Donc, certains groupes de population qui peuvent être particulièrement sensibles au changement dans un milieu donné et puis il faut avoir en tête que ce sont aussi des conditions qui peuvent être cumulées. Donc, on en parle parfois du concept d'intersectionnalité, puis qui non seulement quand elles sont cumulées, peuvent être amplifiées du fait de ce cumul-là. Puis si je pense à la coule de source, là, que ce sont aussi des caractéristiques et des éléments qu'on peut aller traiter de manière assez fine avec des données de santé publique, des indicateurs tirés du plan national de surveillance. Avant de te laisser la parole, ah non, c'est ça, j'aurais pas le temps. Mais oui, ça, je reviendrai s'il y a lieu. Émile, je te laisse la parole pour un autre exemple. Parfait, merci. Donc là, vous l'avez compris, donc souvent, les évaluations d'impact sur la santé portent sur des projets d'aménagement, donc, mais ce n'est pas exclusif à ça, il faut le savoir. Donc, tout de même. Donc ici, on vous présente un deuxième exemple qui est également tiré d'un programme particulier d'urbanisme. Donc ça, c'est
la signification de PPU. Donc ici, la mise en situation, c'est la ville de Brossard développe, bon, enfin, vous le savez, donc il y a le REM là, qui est rentré en fonction et pour, en fait, tout le pourtour de la station REM est soumis à une planification municipale dans le but de valoriser là, les espaces, les terrains du secteur. Et ce faisant, donc, la ville fait ce qu'on appelle un exercice de planification, donc un PPU. Donc, basé là-dessus, donc la direction de santé publique de la Montérégie a été appelée à soutenir la ville par la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé. Et ici, vous avez le modèle logique. On fait un modèle différent de celui qui a été produit pour le IS de Richemont, mais somme toute, qui présente les grandes lignes. Donc, à gauche, vous avez les éléments du projet municipal eux-mêmes qui ont été retenus suite au dépistage pour fin d'analyse et de recommandations ultérieures. Donc, vous avez la planification d'ensemble, donc, qui sont les grands paramètres je dirais, structurels de l'aménagement du territoire, qui vont inclure la densité résidentielle, la mixité d'usage, bon, puis différents éléments en lien aussi avec la trame de rue, donc la perméabilité, pour permettre des déplacements actifs le plus efficaces possible. Donc, également, deuxième élément retenu ici, donc les parcs et espaces verts ou les parcs et places publiques. Troisième élément, les écoles, milieux de garde et bibliothèques. Et enfin, écho à ce qui a été présenté précédemment pour Richemont, également, la composante du logement a été retenue de par ses effets sur la santé. Donc, comme je vous le présentais précédemment, donc la grille d'analyse qui est retenue pour faire, en fait, l'analyse de tous les projets municipaux qui sont soumis à des EIS. Donc, c'est vraiment la grille des déterminants de la santé et c'est ce que vous voyez ici au centre, donc dans la colonne en vert. Donc, qui sont, en fait, ici, on présente les principaux déterminants de la santé susceptibles d'être influencés par le projet municipal et à terme, les impacts pressentis sur la santé et le bien-être de la population. Donc, c'est vraiment important, ce genre de modèle logique, pour faire le pont entre le projet municipal et les effets en bout de piste sur la santé. Donc, une EIS commence par l'évaluation ou en fait l'appréciation de la proposition municipale, donc du projet municipal. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Là, je ne vous en ferai pas une lecture exhaustive, là, mais vous comprendrez qu'ici, il y a des plus, des moins et des petits points d'interrogation. Donc, c'est porter déjà dès le début un jugement ou un regard sur qu'est-ce que la planification municipale elle-même prévoit. Donc, c'est un point de départ pour donc, ça c'est basé sur les évaluations, on va voir, donc, sur les analyses qui ouvrent ensuite le chemin là, vers des recommandations qui visent à bonifier chacun de ces éléments-là. Donc, les colonnes du centre sont toutes des éléments, en fait, qui ont été analysés dans le cadre de cette EIS. Et donc là, ici, en fait, ce qu'on vous présente, c'est un survol de différents paramètres là, d'analyse qui ont été réalisés dans le cadre de cette IS. Donc ici, donc c'est la localisation des accidents impliquant des piétons et des cyclistes, dans le but, en fait, de faire la démonstration à la municipalité que dans la situation actuelle, donc ça c'est avant les travaux, en fait, avant la réalisation ou la mise en œuvre là, du PPU. Donc, il y a déjà des accidents, malheureusement. Et ici, l'idée, c'est en fait de tenir compte de ces aménagements, en fait, tenir compte des accidents pour proposer des aménagements qui soient les plus sécuritaires possibles. Donc, ici, une autre analyse qui est produite, donc, c'est celle de la carte des îlots de chaleur urbains, pour faire encore la démonstration que l'aménagement actuel comporte de nombreux îlots de chaleur et que c'est un élément qui devra être pris en compte pour l'aménagement du futur centre-ville de Brossard, c'est-à-dire minimiser les îlots de chaleur en, idéalement, maximisant le verdissement ou bon, en fait, le verdissement au sol ou du moins une plus faible minéralisation des sols pour permettre, finalement, pour amoindrir les îlots de chaleur ici, qui sont eux-mêmes reconnus pour avoir des effets néfastes sur la santé. Ça, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Autre élément d'analyse ici qui est celui de la mobilité, je l'ai parlé tout à l'heure, donc lorsqu'on parle de planification d'ensemble, qui est parler en fait de donc, tenir compte de la mobilité, notamment des déplacements actifs
comme mode de vie physiquement actif. Donc, on fait proposer une trame de rue ici essentiellement qui favorise ou qui encourage la mobilité active des citoyens. Donc, à gauche, vous avez une illustration en fait qui calcule l'accessibilité à la station de REM en fonction du tracé de rue actuel. Et à droite, vous avez la même image, en fait, la même analyse qui est produite, toutefois à ce moment-ci par le réseau de rues projeté de la municipalité. Donc déjà, on est en mesure de voir que malgré le fait, bon, enfin, bien évidemment, le secteur lui-même qui va être développé ou aménagé aura un meilleur accès, donc en fait une trame de rue plus perméable, donc pour permettre un accès à la station REM. En même temps, ce que ça va permettre, l'aménagement des rues au sein du secteur du PPU, donc qui est celui entouré là, par un trait plus foncé. Donc, va permettre un accès aux résidents limitrophes, donc un meilleur accès aux résidents limitrophes. Donc, déjà, ça, c'est un gain appréciable, si on veut, pour la municipalité et ses citoyens, parce que plus de citoyens auront accès à distance de marche à la station par le tracé de rue proposé. Toutefois, certaines enclaves qui peuvent subsister, donc enclaves créées ou occasionnées par un manque de lien ou une absence de lien piétonnier, cyclable. Et donc, ça ici, c'est une, donc toujours à droite, vous voyez la portion plus pêche ou orangée, vient faire la démonstration que si la ville crée des liens supplémentaires, elle sera en mesure de désenclaver certains secteurs de son territoire pour permettre, encore une fois, une meilleure accessibilité. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'encourager la mobilité active et la stratégie, c'est vraiment par l'aménagement du territoire. Donc, on défile rapidement parce que le temps file, puis on veut peut-être en fait se réserver du temps là, pour vos questions, discussions. Donc, ici, un peu la même logique qui a été appliquée cette fois-ci. Donc, c'est l'accessibilité aux parcs et espaces publics du secteur. Donc, s'assurer, en fait, maximiser, si on veut, là, l'utilisation de ces espaces par, encore une fois, une trame de rue puis une disposition qui permet à l'ensemble des citoyens d'accéder à un parc ou une place publique à 400 mètres et moins. Euh, Ici, on illustre un risque, en fait, qu'on appelle les risques anthropiques liés au bruit. Donc, en fait, c'est une illustration d'une zone qu'on appelle la zone de contrainte sonore. Donc, une zone qui doit être considérée lorsque l'aménagement d'un secteur se fait, se réalise, pour éviter l'implantation d'usages sensibles au sein de cette zone. Et ici, l'usage, en fait, l'un des usages sensibles qui a été schématisé ou représenté sur cette carte, c'est l'implantation d'écoles. Donc ici, recommandé à la municipalité d'implanter des écoles, donc futures écoles qui seront requises dans le secteur, à l'extérieur de cette zone de contrainte sonore pour maximiser, ou en fait, maximiser ou bonifier, soutenir, si on veut, l'apprentissage ou le climat d'apprentissage des futurs élèves des écoles. Donc voilà, donc tout ça, là ici, on vous a présenté vraiment un segment ou un survol des analyses qui ont été réalisées dans le cadre de cette EIS. Donc tout ça a culminé par la rédaction et la remise de 64 recommandations qui ont été partagées à la municipalité. Donc recommandations que la municipalité a pu obtenir avant l'adoption et la publication de son PPU. Et donc, elle a utilisé, si on veut, nombre des recommandations qui ont été transmises. Voilà, je passe la parole à Maude pour notre petite conclusion. Je crois que ton micro est fermé, Maude. Merci, Emile. Je vais aller rapidement sur un dernier exemple, mais déjà aussi tu as bien fait ça, la synthèse de cette EIS de Brossard avec un ensemble de cartes. Ici, ce qu'on voit, c'est donc un troisième exemple d'évaluation d'impact sur la santé. Dans ce cas-ci, ça a été réalisé sur un projet, parce que c'est toujours basé sur des projets. Un projet de la Ville de Montréal d'avoir, je ne voulais pas qu'on le dise comme ça, mais un réseau presque autoroutier de vélo, le réseau Express Vélo. Et donc, c'est pas un PPU comme les deux autres exemples. Euh, Puis l'équipe est partie, l'équipe quand même de presque 8 personnes qui ont participé à ce projet-là. Donc, un peu faire le pendant là, de toutes ces belles cartes qu'on a vues. Effectivement, il y a
entre guillemets, du jus de bras derrière ça, d'être sensible à des ressources qui sont mobilisées, des expertises. Puis, il n'y a pas seulement que des compétences dans la réalisation de cartes, tu l'as dit aussi, Émile, toute la question des effets sur la santé, c'est là où nos professionnels sont particulièrement pertinents pour influencer ces développements-là qui souvent vont être faits sur de longues années. Donc, ça prend un certain temps de réaliser une évaluation d'impact, mais ce n'est pas du temps perdu dans le sens où l'impact sur la population de ces projets-là se fait aussi sur le long terme et avec grande ampleur. Donc, je reprends mon fil sur le réseau Express Vélo. En ce moment, il y a déjà des axes qui sont réalisés, mais à terme, c'est 17 axes pour compléter le réseau qui sont entrevus. Ça a été fait, ça a été commencé avec l'aide de stagiaires pour juste aller rondement là, pour caractériser qu'est-ce qu'un bon réseau. On a fait une revue littérature. On est venu qu'à conclure qu'il y avait un certain nombre de critères qui étaient à considérer, soit les critères du réseau cyclable lui-même, en termes d'accessibilité, d'efficacité, de connectivité, d'intermodalité, donc proximité au réseau de transport collectif, d'étendue et de densité. Puis là, je fais comme un rappel de ce qu'on vient de voir à Brossard, où en allant boucler juste certains axes routiers, on venait à ouvrir l'accès piéton vers la station REM. C'est un peu la même chose avec le réseau cyclable. Et puis aussi à considérer de manière au-delà du réseau lui-même, l'aménagement du réseau routier dans son ensemble, puis à savoir notamment la sécurité à la fois réelle et perçue de ce réseau-là. Puis en fait, le troisième aspect qui était mis de l'avant dans la revue de littérature à l'international sur qu'est-ce qu'un bon réseau efficace, c'est les politiques publiques pour encourager ce mode cyclable, puis pour encourager aussi euh, des mesures inclusives. Dans ce cas-ci, on sait pas. Ben là, je ne vais pas aller trop dans les détails, dans les analyses qui ont été faites, mais d'avoir en tête aussi que, comme toutes les autres cartes qu'on a vues, pour se pencher au-delà d'avoir l'expertise, les connaissances autour de qu'est-ce qu'un bon réseau cyclable, puis partant que à la base, activité physique, vélo, on sait qu'il y a des retombées positives, mais comment aller plus loin? Ça prenait quand même certaines informations. Puis c'est un des avantages de l'évaluation d'impact, c'est que ça nous met en relation avec des partenaires. Donc, dans ce cas-ci, on est allé chercher aussi la localisation des écoles en pensant dans un réseau inclusif à se rapprocher donc des groupes de la population moins âgée, peut-être moins habile aussi en vélo. Puis aussi, on est allé chercher, je dis on, mais c'est l'équipe d'environnement urbain, les données de la SAC pour apprécier la localisation des accidents. Donc, essayer d'apprécier quelles intersections puis le niveau de sécurité à la fois du réseau cyclable actuel. Donc là, c'est la ville qui est venue aussi soutenir cette analyse-là et projeter. Donc là, puis là, c'est ça qui est intéressant, c'est le partage des informations clés en amont de la réalisation qui permet, puis comme le IS est un processus cadré par étapes, mais aussi par contrat, ces ententes-là de partage d'informations se font aussi avec un partage de connaissances, de vocabulaire, de perspectives sur les priorités et les enjeux. Euh, donc, je ne vais pas prendre trop de temps, mais pour revenir en arrière, on fait vite le lien vers activité physique, mais je pense que c'est aussi là où on doit avoir un input clé sur faire le lien entre réseau cyclable, activité physique et maladie chronique. Même si ce n'est pas un lien direct, d'apprécier aussi les bassins. Dans ce cas-ci, parmi les recommandations, c'était là, ce qu'on voit, c'est comment finalement favoriser. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le rêve favorise ou non l'accès au parc, au grand parc du réseau? Puis est-ce que le rêve favorise ou non l'accès à certaines écoles plus ou moins défavorisées sur l'île? J'arrive juste faire une petite mention aussi sur l'encadré de droite, qui est une autre publication qui a pas directement découlé de cette évaluation d'impact, mais euh, qui utilise un peu des données semblables, qui d'ailleurs sont plus accessibles pour l'instant de la SAC et qui, grâce à nos partenariats établis, on a encore accès, nous, avec les services de la police de Montréal, à certaines données sur les accidents. Donc, ça favorise des collaborations et les évaluations d'impact favorisent aussi il y a les recommandations du document lui-même qui est publié grand public, mais il y a aussi des
des constats, des modes d'analyse qui peuvent être repris dans d'autres portraits. Donc, bref, ici, c'est un portrait sur les emportiérages, euh, assez courant malheureusement, sur le réseau routier de Montréal. Et voilà. Maintenant, euh, vers la fin. Mais je te laisse, Émile, poursuivre. Oui, ben, vraiment en 30 secondes. Donc, juste simplement pour vous préciser que, vous vous en souvenez au début, j'ai parlé un peu de l'historique d'implantation de l'EIS, c'est-à-dire que l'EIS était davantage initialement inscrit dans des documents de planification santé publique, donc le Programme national de santé publique, puis ensuite la politique gouvernementale de prévention en santé. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, puis c'est encourageant, c'est cette préoccupation de la santé à travers des politiques qui sont non sanitaires comme par exemple ici la politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire, donc qui fait une mention précise, en fait, de l'aménager des milieux de vie complets favorisant la mobilité durable et la santé de la population. Donc, exemple encourageant. Plus récemment encore, la révision sur la loi de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui, encore une fois, associe étroitement aménagement du territoire et santé. Donc, on ne rentrera pas dans le détail ici, mais sachez que ça existe et c'est nouveau et, encore une fois, encourageant. Et vraiment, pour conclure, donc, tout récemment, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, qui, encore une fois, parle où on fait associer aménagement du territoire et santé. Puis, dans ce cas-ci, de manière plus spécifique, encourage les municipalités à réaliser des évaluations d'impact sur la santé. Donc, c'était vraiment pour conclure, puis pour dire que, donc, en fait, malgré, ou en fait, en plus de la pratique là, qui est établie dans les dernières, qui sont, en fait, la pratique qui s'est établie dans les dernières années, on est en mesure là, d'estimer, si on veut, ou d'anticiper que la pratique va se poursuivre et se répandre davantage dans les futures années. Voilà. Je pense qu'on pourrait arrêter ici puis prendre questions, commentaires si vous en avez. Oui, oui, on s'arrête ici pour dire qu'on est complémentaires là, dans nos connaissances, soit en santé environnementale, soit en promotion de la santé et en surveillance pour tout ce qui est de la rigueur de l'analyse, l'accès aux données, faciliter l'interprétation et donc l'influence des bonnes décisions. Et une question de Pablo Aguiar. Est-ce que vous voulez prendre le micro ou on peut lire votre... je vais juste, Donc, merci. Je voudrais savoir si du travail terrain est réalisé dans le processus de l'EIS pour avoir une approche plus qualitative des impacts sur la santé que peuvent avoir des projets. Excellente question. Est-ce qu'Émile, tu souhaites répondre ou c'est moi? Euh, je te laisse répondre, vas-y, je suis en train de la lire. OK. Alors, oui, effectivement, et c'est d'ailleurs dans il n'y a pas de protocole comme tel, là, mais d'abord, la prise en compte des inégalités sociales de santé est mise de l'avant dans les évaluations d'impact santé. Donc, on réalise ça de manière équitable et inclusive. Et deuxièmement, ça implique souvent un aspect de consultation, non seulement des partenaires en charge du projet, mais dans l'espèce de diagramme, je ne sais pas si Émile, tu l'as remontré, là, des différentes équipes impliquées. Il y a ces gens de santé publique qui sont un peu dans certains organigrammes de deuxième ligne, mais il y a les gens de première ligne. On pense aux organisateurs communautaires, aux agents de proximité, des gens plus terrain qui peuvent parfois faire le pont aussi avec tout le réseau communautaire et où la population elle-même organiser des consultations, ça s'est vu, ou ne serait-ce qu'utiliser des résultats de consultation, ça s'est vu aussi. Ouais, puis je compléterai en disant ici que généralement, c'est vraiment une approche qui est davantage qualitative que quantitative parce que c'est difficile, voire impossible de chiffrer, quantifier tous les éléments là, qui sont analysés. Donc, c'est beaucoup plus une appréciation qui est proposée. Euh, puis, on l'a vu dans le fond, tu sais, ne serait-ce que par l'aménagement du territoire, donc on ne peut pas nécessairement toujours quantifier, mais c'est davantage qualifié, de savoir si ça sera positif ou négatif. Mais Moi, donc, j'aimerais, ouais, excuse-moi, j'aimerais juste aussi mentionner que dans les équipes de surveillance, en théorie, on a des compétences là, d'analyse de données statistiques. Puis on a aussi cette capacité, la capacité des fois à l'interne de réaliser certains sondages ou analyses plus fines de certains résultats d'enquête qui peuvent contribuer à bonifier ou à étayer certains constats plus qualitatifs.
On va être obligé de vous nommer participants. Il y en a qu'on connaît là, dans la salle, Céline, Mihail, Joël. Mais si vous n'avez pas de questions concrètes, on peut parler entre nous, moi et Émile, ou je peux solliciter des gens que je connais moins. J'ai vu Alice, Jade, Arnaud, Mongo, Marie-Ève. Dans ma conclusion, j'allais aussi mentionner, si jamais il y a des futurs stagiaires dans l'auditoire, que participer à une évaluation d'impact santé, je pense que c'est un excellent tremplin vers une carrière en santé publique parce que ça permet justement, en tant que courtier de connaissances, d'accéder à différents savoirs à l'interne, mais aussi de contribuer à une espèce de diffusion de ces connaissances clés-là, puis de se faire une espèce de réseau de contacts aussi à l'externe. J'ajouterais aussi pour ma part, la toute dernière diapo, là, puis la présentation vous sera partagée. On a mis quelques références, donc si vous voulez en savoir plus, donc on s'est limité à vraiment quelques références. Donc, premièrement, vers le site, la page web de l'Institut national de santé publique, donc qui recense l'ensemble des rapports IS publiés au Québec. Également, un lien vers le CCNPPS, qui est le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, qui a également réalisé, ou en fait monté, si on veut, une formation en ligne gratuite. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous la faites à votre rythme. Donc, c'est une formation peut-être de 7 à 8 heures, m'a-t-on dit. Puis, enfin, donc, le troisième lien, c'est vers le CRAD, là. J'ai oublié le nom comme tel, là, mais bon, de l'Université Laval, donc qui est le groupe de chercheurs à l'Université Laval qui réalise les EIS. Donc, vous aurez aussi accès là, à l'ensemble des rapports EIS publiés. Avec Alexandre Lebel, comme quelqu'un l'avait souligné. Alors, merci à tous pour votre écoute. Emmanuel, je pense que Est-ce tu juste, peux. oui, pour conclure, si personne d'autre n'a de questions, effectivement, je remettrai la rediffusion de la rencontre sur le site internet de l'ESPOUN. Vous avez une section qui s'appelle Nos événements, où vous avez notamment nos conférences magistrales, mais aussi nos midi-causeries. Et puis, je mettrai les ressources que vous nous partagez. Et puis, je la mettrai sur cette page-là, puis vous pourrez y accéder. Très bien, merci. Merci à vous. Bon après-midi à tous.